Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 26 janvier 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Zander où une marche pacifique est prévue demain dimanche. Donc à Zander, une marche pour soutenir mais aussi pour exiger la libération de l'acteur de la société civile. Ça date il y a dans Malam du MPCR Zander en prison depuis 9 mois. Ses camarades de la société civile au niveau de la ville de Zander appellent la population à se mobiliser en sortant massivement demain dimanche. Plus de précisions avec un des organisateurs. Ça fait aujourd'hui 9 mois et 4 jours qu'il est écroué dans la prison civile de Matamé pour des charges que nous, jusqu'à présent, nous disons que nous la qualifions d'injustes parce que les charges sont appel à un mouvement insurrectionnel et complot contre la sécurité de l'État. Nous qualifions ces charges de ridicules d'ailleurs parce que Sadat il y a un mal ne possède pas une armée à son sein et ne possède même un caoutchouc, on ne peut pas le trouver dans sa maison et lui coller cette charge. Nous disons que c'est ridicule pour un État qui dit un État de droit. C'est pourquoi nous, en tant que défenseurs de la démocratie, en tant que ceux qui respectons les lois et règlements de la République, nous avons, si vous vous rappelez très bien, un peu obtempéré et laissé la justice faire son travail sur la question de l'instruction dans le but de ne pas interférer sur l'instruction et encore pour ne pas discréditer notre justice à laquelle nous avons foi. Mais maintenant, nous avons constaté que trop c'est trop. 9 mois sans rien faire, nous disons que vraiment, il y a une lenteur. Et cette lenteur, nous ne pouvons pas la cautionner. C'est pourquoi nous allons sortir et dénoncer cet état de fait. D'abord, dénoncer les caractères de son arrestation et encore dénoncer la lenteur qui caractérise le dossier de Sadat Ilia Damala. Puisque depuis 9 mois, il n'y a eu aucun jugement en ce qui concerne le dossier Sadat Ilia Damala. La marche de dimanche, c'est pour demander la libération sans condition de notre camarade qui est injustement incarcéré dans la prison civile de Matamé, juste parce qu'il a joui de l'article 32 de la Constitution de la 7e République que le peuple nigérien s'est librement donné à son article 32 qui garantit le droit à la manifestation. Nous, on a déposé en bonne et due forme la déclaration à manifester et si l'autorité n'a pas réagi 3 jours, on est aussi en droit d'informer la population et d'appeler cette population à cette marche. Maintenant, nous attendons aujourd'hui si les autorités vont réagir et dans le cas contraire, la marche sera bel et bien autorisée parce que nous avons respecté les lois et règlements de la République, nous avons respecté la procédure. Moi, je ne vois pas en quoi on va nous refuser de jouir de cet article 32 consacré par la Constitution de la 7e République. Si nous respectons les délais de 5 francs jour, l'autorité a l'obligation lui aussi de respecter les délais de 72 heures pour nous donner la notification de l'interdiction de la manifestation. Dans les cas contraires, si l'autorité ne réagit pas, cela veut dire que la marche est autorisée. C'est parce que c'est un principe de qui ne dit pas non consent. Amadou Nankori, un des organisateurs de la marche prévue demain à Zander pour soutenir, mais aussi pour exiger la libération de l'acteur de la société civile, Sadat Ilia Malam, qui croupit dans la prison civile de Matamai. Ça fait aujourd'hui donc plus de 9 mois. La communauté internationale célèbre ce jour 26 janvier 2019 la journée mondiale de la douane autour du thème des frontières smart pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises. Une célébration couplée à une interconnexion des services douaniers du Niger et du Bénin. C'était hier à Malanville. Le résumé de cette activité avec nos envois spéciaux Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie grandiose, la première dans l'histoire des douanes de la sous-région ouest-africaine, se veut d'abord une célébration conjointe de la journée internationale de la douane par l'administration douanière du Niger et sa consoeur béninoise. Mais aussi et surtout, elle marque le lancement officiel de l'interconnexion électronique entre les deux administrations douanières.
Une seule cérémonie pour deux grands événements, toute chose qui dénote de l'intérêt qu'accordent les services douaniers béninois et nigériens à la facilitation du commerce et des voyages des concitoyens de deux pays respectifs à travers un poste de contrôle juxtaposé. Aujourd'hui, nos relations sont au stade de maturité parce que nous avons accepté ensemble d'interconnecter nos deux systèmes informatiques pour une meilleure visibilité dans notre travail quotidien et ainsi renforcer la confiance établie entre nos administrations. Cette activité marque, vous conviendrez avec moi et ce de façon officielle, le début d'une nouvelle ère de coopération pour nos deux administrations respectives, pour cela plus facile de mutualiser nos efforts pour lutter efficacement contre les fraudes, faciliter les échanges et accroître la célérité dans le traitement des flux commerciaux et la mobilisation des ressources. C'est tout un symbole pour nos deux administrations de porter haut le slogan de l'Organisation mondiale des douanes: les frontières séparent, mais les douanes rapprochent. En dédiant l'année 2019 au mouvement transfrontalier fluide et rapide des marchandises, des personnes et des moyens de transport avec le slogan fort des frontières intelligentes pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises, l'Organisation mondiale des douanes donne une fois un signal fort à toute la communauté douanière internationale du rôle fondamental qui leur incombe pour la facilitation du commerce. Le poste de contrôle juxtaposé de Malanville se veut un corridor fruit de la politique d'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont le représentant à cette cérémonie n'a pas manqué de louer l'excellence des relations entre le Niger et le Bénin. Depuis le 12 juillet 2018, date de mise en service des postes de contrôle juxtaposé de Malanville, tous les acteurs, en toute synergie, se sont attelés à embellir par leurs prestations l'image de cet instrument de facilitation du commerce et du transport. Malgré quelques difficultés inhérentes à toute entreprise nouvelle, les PCJ de Malanville, qui traitent en moyenne près de 200 gros porteurs en transit par jour, sont caractérisés par l'informatisation des opérations douanières et l'interconnexion des systèmes de dédouanement du Bénin et du Niger, fruit de la coopération entre les douanes béninoises et les douanes nigériennes. Aussi, comme la commémoration de la Journée internationale de la douane vise à souligner les efforts des hommes et femmes qui travaillent dans les administrations douanières, des agents de cette dernière et certains partenaires ont reçu des certificats de mérite de l'Organisation mondiale de la douane. Un des récipiendaires nous livre les raisons de cette distinction. C'est ce que je dis d'abord aux techniciens de l'information, c'est-à-dire que les informaticiens, parce que c'est grâce à eux que nous avons pu effectivement faire le travail qu'on a abattu. Parce que effectivement nous avons signé avec l'État nigérien une convention pour l'encaissement des recettes douanières. Vous savez que depuis le 2 janvier, les recettes douanières passent par le circuit de la Sonibank. Et c'est un travail que nous avons abattu à si peu de temps et qui nous a permis effectivement d'être au rendez-vous de la technologie de l'information. Donc grâce à nos équipes, nous arrivons à lire, n'est-ce pas, directement dans les bases de données de la douane pour pouvoir permettre aux clients de régler leur droit de douane à nos guichets. Pour joindre l'utile à l'agréable, la troupe culturelle de Gaïa était de la fête du côté de Malanville afin de rendre mémorable cette journée historique pour les douanes nigériennes et béninoises. Merci Adam Ousmane Ibrahim Abdou. Retour ici à Niamey pour parler des membres de la coalition ASSO EPT qui étaient en conclave ce samedi au siège de l'association. Objectif à parler de l'éducation et de la santé dans les arrondissements communaux 1 et 2 de la ville de Niamey. Une rencontre au terme de laquelle les responsables de l'ASSO EPT ont fait le point face à la presse. Le résumé avec Mariama Christine Bormo et Chebguissou. Améliorer les conditions sanitaires et éducatives au niveau des deux entités administratives de la ville de Niamey, notamment du 1er et du 2e arrondissement, c'est l'objectif de cette sortie médiatique de la coalition des associations, syndicats et ONG des campagnes pour une éducation pour tous, ASSO EPT, avec l'appui de l'USAID et Counterpart International.
Les participants à cette rencontre ont échangé sur le thème « Les avantages liés aux services sociaux de base accessibles, de qualité en éducation et en santé pour tous dans les arrondissements communaux Niamey 1 et 2 ». La première chose qu'il faut retenir, c'est tout le monde sait lorsque nous avons des services sociaux de base de qualité au niveau de la santé, qu'il y a forcément augmentation de la satisfaction donc des patients et la satisfaction également donc de tous les intervenants. Et si la qualité est instituée, instaurée au niveau des services sociaux de base, au niveau de la santé particulièrement, alors cela va permettre la réduction du temps d'attente. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de nos centres sanitaires, les queues que nous constatons quand on va, il va falloir souvent passer une demi-journée en train d'attendre dans l'espoir de rencontrer le médecin. Or, nous estimons que l'atteinte donc vraiment de la qualité permettra la réduction donc de ce temps. Également, ça permettra l'amélioration des soins au niveau de ces centres sanitaires. À l'éducation également, plus nous avons des enfants éduqués, plus nous avons une population éduquée, plus nous avons donc des jeunes gens, n'est-ce pas, qui ont des diplômes, c'est-à-dire qui ont l'ouverture, qui ont la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir d'emploi. Et plus on a une activité, on a un emploi, plus on contribue à la lutte contre la pauvreté. Et plus on travaille, plus on a des revenus. Pour bien mener cette campagne, des thèmes appropriés ont été choisis par secteur et une stratégie de plaidoyer adoptée pour leur mise en œuvre. Nous avons d'abord commencé par l'atelier de formation des acteurs clés que nous avons eu à tenir et à réaliser avec succès en technique de plaidoyer et en lobbying, ce qui nous a permis de mettre en place un comité donc de plaidoyer. Lequel comité de plaidoyer vient également donc de finir ses actions, puisque avec brio et avec réussite, à travers la signature des engagements pris au niveau donc des arrondissements communaux Niamey 1 et 2 et au niveau de la région de Niamey, à savoir le gouvernorat. Nous avons eu, n'est-ce pas, à rencontrer ces autorités qui se sont engagées à nous accompagner pour vraiment améliorer les services sociaux de base en éducation et en santé au niveau des arrondissements communaux Niamey 1 et Niamey 2. À la base, n'est-ce pas, donc de la stratégie adoptée, nous nous sommes retrouvés avec un livre blanc, un document que nous avons élaboré, un document livre blanc qui, à travers lequel nous avons vraiment recensé l'essentiel de ce qui doit être retenu à la base de tout ce que nous avons eu à faire du début jusqu'à la fin donc de nos réflexions. Il faut aussi noter que les autorités ont pris l'engagement d'accompagner cette initiative qui a fait l'objet de la signature d'une pétition par les responsables des 2 arrondissements afin de promouvoir l'éducation et la santé au Niger. La société Nigerlais SA a reçu ce matin la visite des étudiants de African Development University EDU, une visite très instructive et appréciée par les étudiants. Le point avec Nafissa Yahaya et Sadou Doumi. Nigerlais, dans sa politique de proximité avec la population nigérienne en général et des jeunes en particulier, a ouvert ses portes tôt ce samedi aux étudiants d'African Development University EDU pour une visite de ses locaux. C'est une école pour nous qui est sur la bonne voie. Vu les grands principes qui les animent, qui sont ceux de l'excellence et qui font que aujourd'hui il y a une prise de conscience au niveau de tous leurs étudiants. Nous étions en conférence dans leur école et au vu de l'engouement que les étudiants avaient sur notre parcours, les questions qu'ils posaient sur le process, nous avons jugé utile de continuer et de leur offrir une visite guidée de la société Nigerlais. Le sentiment qui m'anime et que j'ai perçu, c'est une jeunesse qui est aujourd'hui consciente de son rôle dans le développement économique et socio-économique du Niger et qui se veut consciente d'avoir un modèle de réussite devant eux.
Je pense qu'ils sont en train de creuser, de savoir quelles sont justement les clés de réussite. Et c'est ce que nous avons essayé d'échanger avec eux. Ainsi, de la salle de collecte du lait cru en passant par celle de la fabrication du lait, le laboratoire de contrôle de qualité, la chambre froide jusqu'à l'unité de transformation de déchets, les étudiants ont eu d'amples explications. Mieux, une conférence animée par la promotrice leur a permis d'avoir plusieurs éléments de réponse. Une visite qu'ils apprécient à sa juste valeur. J'ai réellement apprécié la visite des locaux de Nigerlait. Nigerlait a toujours été pour moi une dame inspirante et ça a toujours été un rêve pour moi de venir visiter et voir comment tout le processus de ce lait que toute la population consomme, de tous ces enfants que cette dame nourrit, de voir comment tout cela se passe. Et je pense que non seulement pour moi mais aussi pour mes camarades, ça a été une expérience à vie qui m'a marqué et que je partagerai au monde entier pour que tous les Nigériens sachent que tous les produits que nous consommons, tous ces laits que nous consommons passent par des processus des plus propres et l'hygiène elle est juste magnifique. C'est comme on s'y attendait, avec encore plus de surprises. C'est une dame qui a beaucoup fait pour le Niger. C'est un entrepreneur qui a l'admiration de beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, nous avons fait la visite de son entreprise et c'est à la hauteur de nos attentes. Nous sommes impressionnés et surtout nos étudiants qui sont en entrepreneuriat. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une séance de dégustation et une collation ont été offertes aux étudiants. Une photo de famille a immortalisé cette journée EDU dans les locaux du leader des produits laitiers au Niger, Nigerlait SA. La malgouvernance, quel remède? C'est le thème d'une conférence débat ce samedi à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette conférence est animée par l'acteur de la société civile Nuhu Mahamadou Arzika, nous rapporte Abdourazak Hamidou Léo et Halidou Bourema. La mauvaise gouvernance au Niger, quel remède? Tel est le thème de cette conférence, la première du genre et d'une série d'activités dans des conférences publiques qui est organisée par les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion depuis leur élection pour un mandat le 12 novembre dernier. Nous avons tenu à vraiment tenir cette conférence autour de ce thème parce qu'aujourd'hui, si nous regardons notre pays, le Niger notamment, on prend sur le plan éducatif, le secteur éducatif est en agonie. Quand on prend sur le terrain sanitaire, on prend le cas de santé, on rentre dans nos structures sanitaires, des hôpitaux, les centres de santé et autres, il y a tellement de problèmes. Quand on prend dans le domaine de la gouvernance même en tant que tel, il y a la question de corruption, en tout cas tellement de questions qui nous ont poussés à réfléchir et à choisir ce thème qui est vraiment d'une importance capitale. Il ne s'agit pas de venir seulement discuter de la mauvaise gouvernance, mais il s'agit aussi de réfléchir pour trouver des solutions. Un thème dont le choix n'est pas fortuit et Nuhu Arzika en conférencier. C'est un acteur très populaire d'ailleurs de notre pays et c'est aussi un des acteurs qui a vécu pratiquement la période de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Et c'est un acteur actif sur le terrain dans le cadre de la société civile qui parle notamment de la citoyenneté responsable. Étant donné toute son expérience dans le domaine, nous avons tenu à l'inviter pour qu'il nous entretienne sur ce thème et pour qu'on puisse réfléchir et trouver des solutions. C'est à partir de 1987, précisément le 14 juin 1987, que au plan politique il y a eu le référendum, le premier référendum pour l'adoption de ce qu'on a appelé à l'époque la charte nationale, qui devait être la charte qui devait aider à organiser, comme dit-on, la société de développement qui était la perspective trouvée par le régime militaire de l'époque de sortie de la situation du régime d'exception dans lequel le pays s'était plongé depuis le 15 avril 1974
pour désormais aller vers une sorte de régime civil. Au sortir de cette conférence, les étudiants de la FSEG espèrent apporter leur contribution pour un Niger meilleur. Les conclusions de la session extraordinaire du CNDP du jeudi dernier continuent à susciter des réactions. Nous vous proposons de suivre dans cet élément celle de l'acteur de la société civile El Hadj Idi Abdou. C'est un reportage signé Abdourazak Hamidou et signé Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Réunion de dialogue politique ou ring de démonstration de force entre les acteurs politiques, voilà l'image désolante servie au peuple nigérien par la classe politique actuelle. Le pouvoir impose un dictat à une opposition désemparée. Ça ne sert à rien de nous servir le cercle d'une réunion bizarre de CNDP, un CNDP connu notoirement incompétent. Et ça ne sert à rien que l'opposition boycotte systématiquement les réunions du CNDP après rien. C'est pas, apparemment, le gouvernement s'appuie sur l'incapacité de l'opposition à mener une lutte politique. Voilà le problème. Parce que ici, tout est question de rapport de force. Si l'opposition n'est pas à mesure de lutter politiquement pour agir sur le rapport de force, c'est que le gouvernement va continuer à faire ce cirque. Dans tous les cas, en 2020 et 2021, on doit finir les élections. Et il n'y aura pas d'alternance. Qu'il ne se fasse pas d'illusions. Avec la posture de l'opposition et la posture du gouvernement, ça veut dire nous vous acheminons vers le cas malien, il n'y aura pas d'alternance. Pour l'acteur de la société civile, El Hadj Idi, les préoccupations du peuple nigérien est le dernier souci de la classe politique actuelle. Mais c'est ça qu'elle fait. Parce qu'ils savent que ce peuple-là n'a pas atteint la maturité démocratique, n'a pas cette culture démocratique pour sanctionner. Tout le problème est là. La classe politique est en train effectivement de narguer le peuple nigérien. Parce que il s'appuie sur le fait que la culture démocratique du peuple laisse à désirer et par conséquent, ils peuvent faire ce que leur semble. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Malgré les appels qu'on fait, on attire leur attention qu'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'élection quand il n'y a pas de paix. La société civile invite les politiciens de faire fi de leur intérêt partisan pour la quiétude du pays. La paix n'a pas de prix. Si le gouvernement se soucie de l'intérêt général, il suffit tout simplement, même si l'opposition est incapable, de mener une lutte qui lui permet d'influencer sur le rapport de force, mais au nom de l'intérêt général et de la paix, le gouvernement peut très simplement revenir aux dispositions de l'ancien code électoral. Avec sa CENI ad hoc, si cela pourrait épargner le Niger d'un autre problème inutile. La société civile dit ne pas cautionner toute action compromettant la paix et la quiétude au Niger. Et tout celui qui osera le faire va le rencontrer sur son chemin. Une autre réaction, toujours par rapport à la réunion du CNDP, donc à suivre à la fin de ce journal, c'est celle du président du PJD, Hakika Mohamed Hamissou. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Clôture hier soir au palais de congrès de Niamey des travaux de l'atelier de validation du plan stratégique pour l'amélioration du bien-être des personnes âgées dans les pays membres de l'OCI. Le compte rendu avec Arieta Sala et Aboubakar Souley. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants ont enrichi et validé ce plan d'action pour l'amélioration du bien-être des personnes âgées dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Au terme de ces travaux, les participants ont adressé des motions de remerciement lues par les participants du Togo, du Bangladesh et de la Palestine. En procédant à la clôture de cet atelier, la ministre de la Population du Niger a déclaré que cette rencontre a été couronnée de succès. Cet atelier vous a offert la possibilité d'engager des réflexions très fructueuses sur 4 domaines thématiques identifiés, à savoir le marché du travail et l'intégration économique, la santé et le bien-être, la création d'un environnement favorable et la culture.
la pertinence et la qualité de la participation dont chacun de vous a fait preuve dans le cadre des échanges et des discussions que vous avez eues sur ces différentes thématiques du vieillissement de nos populations ont permis l'atteinte effective des résultats escomptés à travers ces assises. Vous avez également partagé vos expériences respectives en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées. Vos connaissances sur les approches, les stratégies, les grandes orientations nationales en matière de protection des personnes âgées et les progrès enregistrés dans ce domaine ont été mis en évidence et ont fait l'objet de partage. Mieux, vous avez aussi formulé des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre permettra sans nul doute d'accroître la performance de nos systèmes de protection et de prise en charge des personnes âgées. Mesdames et messieurs, au regard de tout ce qui précède, la validation du plan stratégique pour le bien-être des personnes âgées a été couronnée de succès éclatants. Plusieurs pays membres de l'ECI ont participé à cet atelier, ce qui dénote de la volonté de ces pays à œuvrer pour le bien-être des personnes âgées qui sont une référence. Le président du Parti pour la justice et le développement PJD, Hakika Mohamed Hamissou, a réagi par rapport à la réunion du CNDP. Je le disais, le président du Parti pour la justice et le développement PJD, Hakika Mohamed Hamissou, a réagi par rapport à la réunion du CNDP et les préparatifs dans le mois à venir du congrès du parti à Zander. Vous l'avez compris, c'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce matin, notre parti a décidé de convoquer une conférence de presse sur un certain nombre de points. Le premier point concerne d'abord notre parti. Vous savez que notre parti va en congrès cette année, précisément la date du 25 au 26 juin 2019 à Zander. Deuxièmement, nous allons aborder la question du code électoral et d'autres questions. Nous allons commencer par la situation de notre parti. Notre parti a décidé de faire son deuxième congrès statutaire le 25-26 juin, ce qui va m'emmener la semaine prochaine à Zander pour installer notre comité régional chargé d'organiser le congrès. Et ce congrès, il est d'abord statutaire et aussi il va évoquer la question des élections. Donc c'est un congrès extrêmement important pour nous. Et c'est un congrès qui fera un revue total de la situation politique de notre pays. Donc, et vous savez que nous allons partir aux élections à partir de 2020. Donc ce congrès il est extrêmement important pour nous, que nous allons faire en sorte que ça soit une grande réussite au niveau de Zander. En fait, les gens ne cherchent pas à résoudre le vrai problème. Ceux qui criaient au départ pour dire que cet article 12, en fait, ils cherchaient tout simplement une place au niveau de la CENI. Mais notre préoccupation, nous avons dit qu'il faut une CENI professionnelle. Une CENI où il y aura seulement des acteurs qui ont l'expérience dans le domaine des élections. Maintenant, lorsque la Cour constitutionnelle validera les candidatures, en ce moment les partis en compétition peuvent envoyer leurs délégués à la CENI.
Mais les gens ont préféré faire quoi? Ils ont dit 5 représentants de l'opposition, 5 représentants de la majorité, 2 de non-affiliés, plus les autres, c'est-à-dire les femmes, etc. D'ailleurs, dans la monture d'hier, on a éliminé la représentante des femmes. Parce que dans les différents codes passés, il y a toujours des femmes qui ont le poste de rapporteur général. Maintenant, adjoint, maintenant on a ça à l'administration. Ça veut dire que le problème, on crée un autre problème. Donc cet article-là, son esprit reste le même. C'est-à-dire les modalités de choisir le président et le vice-président, c'est les mêmes. Il n'y a aucun changement. Donc le seul changement, c'est le nombre. Donc nous, notre préoccupation n'a pas été réglée. Ce qui veut dire que aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, on a tout simplement essayé de satisfaire un groupe d'individus qui d'ailleurs ne passent même pas aux élections. Parce que la question du code électoral regarde les partis qui vont aux élections. Ça ne regarde pas des partis qui ne vont pas aux élections. Vous avez des partis qui n'ont jamais participé aux élections, qui ne sont même jamais allés au local. Et c'est ces partis-là qui vont se retrouver à la CENI. Et quelqu'un qui va aux élections présidentielles, lui ne va pas aller à la CENI. Pourquoi? Nous avons dit qu'il y a 2 options. Ou il n'y a personne à la CENI, ou il y a tout le monde à la CENI. Donc, s'il n'y a personne à la CENI, ça veut dire que c'est une CENI professionnelle. Et les gens vont attendre quand la Cour va valider à ce moment. Maintenant, s'il y a tout le monde, chaque parti n'a qu'à prendre son délégué en charge. Nous, voilà ce que nous avons proposé. Mais qu'est-ce qu'on propose? On fait trois groupes. Au nom de quoi? Est-ce que c'est les groupes qui sont reconnus par l'État? C'est d'abord les partis politiques qui sont reconnus individuellement avant qu'on ne parle de groupe. Donc au niveau de l'article 12, le problème reste entier pour nous. Il n'est pas réglé. Notre parti ne l'acceptera pas. C'est clair et c'est net. Maintenant, l'article 80 et 81. Là, les choses ont bougé. Il faut le dire, les lignes ont bougé. Parce que on est revenu sur la formulation de 2011. Là, nous sommes d'accord. Mais le seul problème qu'il y a même à ce niveau, c'est qu'ils exigent, c'est les partis politiques seulement en compétition qui vont être conformément représentés, qui auront la représentation au niveau de la CENI. Mais le problème, c'est qu'on exige que on amène des gens qui ont le PPC. Et si la complication, c'est que dans les coins reculés, vous ne trouverez pas ce nombre de brevets-là. Ce n'est pas vrai. Maintenant, je vous parle de ce que là où nous on a de problème. Vient l'article 145, ils ne l'ont même pas évoqué. C'est-à-dire cet article-là, il parle du plus fort reste. Nous avons dit que pour les élections législatives, pour les circonscriptions ordinaires, il faut prendre le plus fort reste au lieu de la plus forte moyenne. Ce qui va permettre à certains partis politiques d'être au Parlement. Parce que vous avez des partis qui vont aux élections, qui font des efforts pour aller aux élections. Mais à cause de cette disposition, ils n'arrivent pas à être au Parlement. Maintenant vient l'article 173. 173 qui parle de 25 millions. Nous avons dit qu'il faut ramener ça entre 15 et 20 millions. Et d'ailleurs, nous avons proposé clairement 15 millions. Parce qu'on était à 10 millions, on va à 25 millions. Il faut que les gens soient raisonnables. Parce que c'est un pays pauvre. Tout le monde sait que l'Union, c'est un pays pauvre. Et les élections, il faut que ce soit des citoyens honnêtes, sincères, qui doivent participer à des élections. Mais pas ceux qui pillent l'État. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur la question du code électoral, nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées. Mais ces avancées ne sont pas totales. C'est-à-dire que c'est une bouteille à moitié pleine, à moitié vide. En termes clairs, aujourd'hui, nous avons des articles sur lesquels nous nous retrouverions. Notamment l'article 80, qui est aujourd'hui
jumelé avec l'article 81 qui devient 80. Donc aujourd'hui, le seul problème, je vais vous expliquer, c'est cette histoire de BPC. Mais l'article 12, le problème reste entier. Il n'y a pas de changement parce que l'esprit ne change pas. Et nous, notre problème, c'est la CENI actuelle. C'est ça notre problème. Cette CENI souffre de légitimité et de légalité. Alors que c'est l'article 12 qui règle le problème de la CENI. Et tel qu'a été conçu hier, ça ne règle pas le problème de la CENI actuelle. Ça veut dire qu'elle reste et elle demeure. Donc nous, on n'est pas satisfait à ce niveau-là. Maintenant, pour l'article 8 et 134, qu'on soit très clair, nous n'avons jamais demandé que cet article-là soit, comment on appelle ça, révisé, ou que cet article-là soit amendé. Pour nous, la loi doit frapper n'importe quel citoyen. La seule chose que nous avons demandé, c'est de faire une résolution, et c'est la loi qui dit qu'il n'y a que le président qui peut gracier, et c'est la Constitution qui donne ce pouvoir-là. Donc ça ne relève pas de quelqu'un. Nous allons demander au président de le faire. Maintenant, il y en a qui ne veulent pas. Et moi, je m'attendais que l'hostilité vienne du PNDS Taraya. Je m'attendais que ce soit plutôt les gens du PNDS Taraya qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais notre grande surprise, ce n'est pas eux. Ils n'ont pu aucun mot. Ceux qui étaient contre et qui empêchaient notre délégué de parler, c'était ceux qui étaient hier avec Hamamadou. Et dans quel but? Le seul but, c'est comment engager les voix de Hamamadou. Mais il se trompe. Il se trompe. Aujourd'hui, les militants du PJD Akika, je le dis haut et fort, si je ne donne pas les consignes, qui dit de voter à n'importe quel individu, le voteront au deuxième tour. Ils ne voteront à personne. Que les choses soient claires. Les leaders ont ce qu'on appelle, ils sont écoutés par leur base. Donc quand le gars pense qu'il se trompe en pensant qu'il peut, moi je ne cherche pas à avoir des militants de Hamamadou. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Je vais chercher, notre parti va chercher lui-même ses militants. Il n'a pas besoin d'un autre. Mais faisons les choses dans la paix. Et puis, dans la vie, là, il faut prôner la paix. Il faut prôner la non-violence. Parce que les gens disent, si aujourd'hui tu penses que toi tu n'as pas de problème, tu vas faire ce que tu veux, demain tu es appelé à avoir des problèmes. Et à ce moment-là, tu as besoin que tu sois chose. Du reste, chacun de nous, nous sommes des humains. Nous sommes appelés à faire des erreurs. Donc faisons en sorte que nous puissions aller dans le consensus. Le CNDP ne l'a pas adopté, mais le Premier ministre a pris acte et a demandé à son secrétaire permanent de prendre ce document. Et le secrétaire permanent m'a appelé et m'a dit que le Premier ministre lui a dit de prendre le document et ils l'ont pris et qu'ils vont l'examiner. Ce qui est sûr, notre proposition, en dehors de cela, il n'y a pas une autre sortie de crise. Il n'y en a pas. Parce que c'est vrai, il y a eu beaucoup de progrès, il faut le reconnaître. Dans cette affaire de code électoral, je vous ai dit que les articles qui posent problème maintenant, c'est seulement l'article 12. Mais les autres sont réglés. Mais l'article 8, notre problème n'est pas l'article 8. Notre problème, c'est faire en sorte que tout le monde participe aux élections. Et on ne peut pas nier cette affaire des bébés importés. On ne peut pas le nier. Et il faut trouver une solution politique. Et la solution politique, c'est simple. C'est que le CNDP, parce qu'aujourd'hui, si le CNDP endosse la responsabilité de prendre cette résolution, quitte à l'amender, à le corriger, tout ce qui nous intéresse, c'est que l'esprit, l'idée soit épousée par le CNDP et qu'on trouve les voies et les moyens pour voir comment il faut l'adopter et l'adopter pour amener la sérénité. C'est tout. Le Niger, quand même, a besoin de la paix. Pour qu'on regarde la même direction, comme je l'ai dit tantôt. Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation du président de la République, même s'il ne l'a pas dit, à ses camarades militants du PNDS Taraya, il veut s'en aller la tête haute. Et ils doivent créer les conditions pour que le président se retire dignement. Et pour qu'il rentre dans l'histoire. Parce qu'il y a deux choses qui restent pour le président de la République. Pour entrer dans l'histoire. C'est vrai aujourd'hui, c'est indéniable, il a travaillé. On ne peut pas refuser cela. Celui qui le refuse, c'est qu'il est de mauvaise foi.
Mais ça ne suffit pas. Il faut faire en sorte d'organiser des élections, passer le témoin démocratiquement et de manière civilisée à celui qui l'a gagné. Deuxième chose, c'est la question de l'assainissement. Il faut bien que le président de la République assainisse cette classe politique. Il faut que le président décide enfin de donner le moteur à la Alcia, qu'on puisse mettre un terme à l'impunité et que les Nigériens honnêtes, sincères, puissent aller aux élections. Maintenant, on va voir. Et c'est ça qui reste pour le président. Et j'en suis convaincu, peut-être pour le moment, le président est préoccupé par l'organisation du sommet, mais j'en suis convaincu que le président amorcera la question de l'assainissement. J'en suis sûr. Il l'amorcera. Les gens rendront compte. Parce que beaucoup sont là, ils pensent que c'est fini. Le président est en train d'aller à la fin de son mandat. Et que c'est terminé, c'est l'impunité. Ils n'auront pas ça. Il aura l'assainissement, Inch'Allah. Je suis convaincu, je dis bien. Et je le souhaite. Et je veux que Dieu l'aide à aller à l'assainissement, quel que soit le militant ou la personne concernée.